Bonjour à tous et à toutes, donc, le public là et le public au bout du Zoom. Merci beaucoup de vous être levés tôt ce matin. Pour ceux qui sont arrivés, il y a des croissants et du café. Pour ceux qui sont chez eux ou au travail, voilà, il faut aller à la machine, hein, et se faire le café soi-même. On est très, très heureux, Digital Pharma Lab, de vous accueillir ici, au School Lab. C'est l'endroit où nous avons nos locaux. Et puis, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir David Senati, alors coordinateur interministériel et également chef de projet directeur de projet à la délégation interministérielle du numérique en santé, voilà. Et il nous a fait le plaisir et la gentillesse de venir nous parler aujourd'hui de la stratégie de santé numérique en France. Donc, vous savez que la France a connu une accélération incroyable depuis 3 ans maintenant. Il y a quelques années, on pouvait se dire, nous, quand on a commencé avec Didier, Digital Pharma Lab, on se disait, on a l'impression de prêcher un peu dans le désert. Et puis finalement, aujourd'hui, le gouvernement a emboîté le pas. Et il y a énormément maintenant de gens qui travaillent dans le numérique en santé, à travers l'ADNS, l'ANS et plein d'autres agences et institutions gouvernementales. Et donc, on est très, très content d'avoir aujourd'hui David qui va nous expliquer quels sont les grands achievements et quelle est la stratégie à venir. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez ouvrir votre espace de santé personnel qui s'appelle Espace de santé numérique. David va nous expliquer tout ça. Donc, David, si tu veux bien, je te passer le micro. Voilà. Et excusez-moi pour le bras, mais les pavés de Paris sont un peu durs pour ceux qui font du vélo, de façon imprudente. Voilà. Ouais. Ouais, si tu veux bien. Voilà. Ok, merci. Super, merci à toi. C'est bon, t'as bien mis ça le fait là? Est-ce que ça marche? Vous m'entendez bien? Normalement, c'est bon. Ok, bon, bonjour à tous. Merci, merci à tous les deux, merci à tous. Merci de l'invitation, l'opportunité de vous voir ce matin. Alors, c'est là qu'il faut que je me mette. J'imagine qu'il y a un angle particulier si je ne dois pas partir, okay, parce que je bouge pas mal. Alors, du coup, je pense que je reste là. Ça, je me vois. Ah, ça, j'ai un peu de marge. Ces slides, c'est ça? Ok. Bonjour, donc je suis David Senati, je suis effectivement directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé et j'ai en charge le plan de relance sur la partie santé numérique. Comme je vous le disais tout à l'heure, en dehors de la caméra, ou je suis en train de le dire juste avant, maintenant notre branding c'est France 2030, c'est plus France Relance, voilà, c'est le nouveau plan présidentiel. Bonjour. France 2030, c'est quoi? C'est en fait les annonces qui ont été faites par le président de la République sur différents secteurs d'activité afin de relancer l'économie. Et au-delà de la relance, simple relance post-Covid, c'est aussi la vision sur qu'est-ce que sera la France en 2030 avec des secteurs d'avenir qui sont priorisés. Donc, on est une vingtaine de secteurs à avoir été priorisés dans la numérique. Chaque secteur, chaque filière sélectionnée a un coordinateur interministériel qui est en charge d'une stratégie, d'un budget associé, d'une équipe interministérielle dans plusieurs ministères, plusieurs agences, plusieurs opérateurs. Et chacun a créé sa feuille de route pour son secteur d'activité en lien avec l'écosystème, les associations d'utilisateurs, etc., des prescripteurs. Enfin, ça dépend du secteur. Ça va du spatial en passant par l'industrie forestière, les batteries, l'hydrogène. Vous voyez, c'est assez large. Et la santé numérique en fait partie. Voilà. Vous pouvez passer à la diapo suivante si vous voulez bien. Donc, j'ai deux parties aujourd'hui à vous présenter. Première partie, c'est la stratégie. C'est quoi la stratégie d'accélération santé numérique? C'est quelles sont nos actions et les principales actions qui sont aujourd'hui ouvertes, en tout cas qu'il est important d'avoir dans le viseur. Et ensuite, je vous ferai juste un petit rappel sur le fait qu'on lance un Tour de France. Enfin, je pense que c'est plus qu'un rappel parce qu'on l'a annoncé hier, donc je ne sais pas si vous êtes déjà au fait. Mais donc, on va à la rencontre des différents territoires pour vous présenter la stratégie. Vous pouvez passer si vous voulez. Je suis désolé, ça fait un peu condescendant, j'aime pas quand je dis ça, mais il va falloir que je trouve un terme un peu sympa pour dire passer slide. Alors, du coup, passons à la stratégie d'accès. Oui, vous voulez faire ça, ça c'est encore mieux ça. Du coup, ok, allez-y, encore. Voilà. Donc, je vous gêne, vous voyez? C'est bon?
OK. Donc voilà le panorama des différents, programmes gouvernementaux sur la santé numérique plus précisément. Vous connaissez, tous ou presque, ou j'espère en tout cas le premier point vert, c'est, la maison, de la DNS, la maison de tout le monde, avec, le plancher, le sous-sol, la maison, le toit, les nuages, ce qui représente la stratégie nationale du numérique en santé avec les services socles du numérique en santé, les services socles du numérique en santé, dessous les référentiels socles et au-dessus tout ce qui est innovation. La stratégie d'accélération, c'est les nuages, c'est ce qu'il y a au-dessus de la maison. Le Ségur du numérique en santé, c'est tout ce qui est en dessous dans le sous-sol. Voilà. C'est un peu ça dans la caricature et au milieu, vous avez mon espace santé. Comme l'a dit Didier, effectivement, je vous invite à ouvrir puisque vous savez qu'il est officiellement lancé, il a été lancé fin janvier et donc je vous invite à ouvrir vos espaces santé. C'est très simple, vous pouvez même le faire avant de recevoir le courrier ou l'email de l'assurance maladie. En quelques clics, c'est fait. Je l'ai moi-même fait, évidemment. Donc, soyez pas surpris si à l'ouverture, il est relativement vide. D'ailleurs, il n'est pas vide parce que vous allez normalement, si vous êtes vacciné, retrouver votre attestation à l'intérieur et vous retrouverez également vos résultats de test si vous les faites, si vous en faites. Et au fur et à mesure, cet espace va se remplir de documents. Vous savez que mon espace santé, c'est également des services qui vont arriver à l'avenir, avec notamment l'agenda qui va vous permettre de synchroniser l'entièreté de vos événements de santé, à la fois les rendez-vous, vous pourriez avoir des rappels de prise de médicaments, etc., et des rappels d'événements de santé à l'intérieur si les applications qui les produisent sont synchronisées avec mon espace santé, consomment les API. Et vous avez également le store d'outils numériques qu'on appelle le catalogue de services référencés, dont le référencement est ouvert déjà depuis maintenant mi-décembre. Vous pouvez déjà, pour les apps, pour ceux qui nous écoutent et qui gèrent des apps dans les différents labos pharmaceutiques et entreprises de la santé numérique, n'hésitez pas à y aller. Alors, il y a un process qui est déjà mis en place. Vous pouvez vous retrouver sur Genius, notre plateforme qui accompagne les porteurs de projets. Et la première étape, c'est de remplir Convergence, qui est la plateforme de l'Agence du numérique en santé qui permet de mesurer, de vous auto-évaluer votre niveau de conformité par rapport à la doctrine technique, donc par rapport à tous les référentiels dans le sous-bassement de la maison, des référentiels autour de l'identité, de la sécurité et autour de l'éthique notamment. Une fois que vous aurez fait ça, il y a tout un process qui est en lien avec le GE Système Vital qui est finalement, une fois que vous avez fait Convergence, vous avez déjà fait le plus gros. Après, il y a un petit dossier administratif à remplir et ensuite, il y a un passage devant en instruction avec des évaluateurs, puis un passage en commission et si l'avis de la commission est positif, le ministre ensuite peut référencer. C'est à peu près ça le process. C'est un poil longué et à la fois, c'est normal, hein, c'est quand même garanti la sécurité du dispositif. Quand même, ces applications, une fois qu'elles sont référencées, elles vont pouvoir s'interconnecter avec mon espace santé. Donc, en lecture, écriture, lire, écrire des données. Donc, c'est pas neutre. On est le seul État à faire ça, hein, à ouvrir à ce point les vannes, entre guillemets. Alors, évidemment, les données, ce sera à la maille du patient et en fonction de son consentement en données par type de données. Hein. Vous n'allez pas pouvoir récupérer toutes les données des Français, évidemment. Mais c'est déjà une grosse avancée. Et donc, je vous invite à déjà vous préparer parce que le store de mon espace santé n'est pas encore lancé, mais sera lancé dans le courant de l'année. Et en fait, on le lancera quand on verra l'état de maturité du secteur qui sera un peu prêt pour être référencé, parce qu'aujourd'hui, personne, évidemment, on vient de lancer le process, personne ne serait référencé si on lançait le store, donc il serait vide. Voilà. Ça, c'était le petit topo, mon espace santé. Effectivement, tu fais bien de m'avoir remis ça dans le viseur parce que c'est l'actualité. Moi, je suis dans mon trip là, mais du coup, c'est la grosse actu de la partie verte qui est le centre névralgique de la DNS. Ensuite, le Ségur de la santé, c'est un autre programme. Alors là, c'est dans le cadre du Covid, vous connaissez le Ségur, qui a permis de financer le système de santé et sa résilience. Là, c'est la partie numérique de ce plan, 2 milliards d'euros qui sont consacrés au numérique en santé. C'est inédit, c'est historique. Hein, donc, on ne fait que le dire, mais on discutait avec l'un d'entre vous qui me disait qu'on ne rabâchait pas assez et tout le monde n'est pas forcément tout le monde au courant, donc je le redis. 2 milliards d'euros, c'est hyper important. C'est pas forcément pour les apps ou les services que vous développez, c'est pour financer la montée le rattrapage de retard, si vous voulez, des éditeurs de logiciels en ville, à l'hôpital, qui accusent un retard certain de la montée notamment en respect des différents référentiels de services socle et référentiels socle de la doctrine technique du numérique en santé. Les choses ayant évolué rapidement, il est nécessaire aussi de leur permettre d'également mettre à jour rapidement leur logiciel afin de pouvoir faire en sorte de fluidifier et sécuriser les échanges de données entre les professionnels et autour du patient pour que mon espace santé soit alimenté, in fine, avec des documents. Parce que si les logiciels ne permettent pas l'adressage des documents, on revient au problème du DMP, serpent qui se mord la queue, pas de création
pas d'outils qui permettent d'envoi des documents, pas de financement des professionnels de santé. Du coup, le truc est vide et du coup, on gaspille de l'argent public et du temps pour tout le monde et on prend du retard par rapport, aux grands opérateurs du numérique internationaux. Voilà, ça c'est pour le Ségur et Paris Santé Campus, vous connaissez, je pense maintenant pas mal, Paris Santé Campus qui est un peu la face émergée de tout cet iceberg, qui est le lieu où vont se rencontrer les différents acteurs de manière physique, également le process d'accompagnement et d'émulation collective, aussi au niveau de la recherche et de l'éducation, puisqu'il y a également des cours avec des étudiants sur place. C'est quand même énorme, hein, c'est 17 000 m² dans le lieu préfigurateur, dans le 15e arrondissement, limitrophe ici des Moulineaux. Et à terme, en 2028, c'est la rénovation du Val-de-Grâce. Donc l'équipe Paris Santé Campus gère à la fois déjà ce lieu qui est déjà énorme pour ceux qui est allés, vous avez vu, c'est quand même un sacré bout de truc. Et on aura 50 ou 70 000 m² dans le lieu final, donc, voilà, qui quand même sera vraiment oufissime. Et voilà. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Antoine Teignet. Ce sera un plaisir de vous recevoir pour étudier éventuellement des collaborations ou des venues dans certains d'entre vous dans le lab, puisque ce n'est pas ouvert qu'aux startups, c'est également ouvert à l'ensemble des acteurs. Je dis le lab, désolé, Paris Santé Campus, mais également Digital Pharma Lab, évidemment. Il faut également contacter l'équipe pour rejoindre, mais c'est déjà le cas visiblement. Bon, donc, ça c'est pour Paris Santé Campus. Ensuite, en dessous, les programmes d'investissement. Il existait un grand défi, donc un programme doté de 20-30 millions d'euros sur l'IA et la santé qui a été fondu, qui préexistait à la stratégie d'accélération, qui, en fait, qui a été l'aiguillon pour la création de la stratégie. Chacun, en gros, des secteurs dont je vous ai parlé, la vingtaine de secteurs avaient déjà des opérations d'innovation, de soutien à l'écosystème qui ont été remplacés ou supplantés par leur stratégie qui représente un montant beaucoup plus important. Donc, vous, c'est 650 millions d'euros la stratégie. La stratégie est arrivée donc, en prenant la suite du grand défi. Et donc, je suis le coordinateur de cette stratégie. Cette stratégie, maintenant, pour vous la présenter, mais donc, je vous l'ai déjà dit, elle s'inscrit dans France 2030, où en général, le gouvernement investit 7 milliards dans l'innovation en santé, avec le plan Innovation Santé 2030, qui comprend notamment, pour vous, le laboratoire pharmaceutique qui avait peut-être été plus en lien avec le CSIS, et qui comprend les mesures du CSIS, également le PIEC, et également les 3 stratégies d'accélération santé, puisqu'on est 3 dans la santé numérique, maladies infectieuses émergentes et biothérapie, bioproduction, qui peut-être concerne notre branche de vos structures. Alors, on peut passer à la diapo, s'il te plaît. Donc, la stratégie d'accélération, la nôtre, santé numérique, c'est 5 grands axes. Je suis désolé pour tous ceux qui sont ici, qui me connaissent, qui ont déjà vu ces slides, mais voilà, c'est le jeu, quoi. Je vous avez vu peut-être certains hier. Du coup, voilà. Donc, 5 axes de la stratégie. Premier axe, formation, en bas. Formation, c'est primordial, je pense qu'on en est tous convaincus. Seulement, en général, ça nous échappe un peu parce que tous dans nos jobs respectifs, la formation, on sait que c'est important, mais on n'a pas la main sur la formation initiale notamment. On sait à quel point c'est crucial et vous êtes tous témoins pour avoir fait de la formation initiale à un moment donné et avoir vu que, en ce qui concerne les étudiants en santé ici qui sont présents, qui nous écoutent, que la santé numérique n'est pas présente. Et tous les spécialistes du numérique ou du droit ou des affaires réglementaires, pareil. Le numérique, santé, c'est un peu, on va dire que c'est exotique. Et donc là, pour une fois, on a un plan interministériel qui nous a permis, l'ensemble des ministères, de se mettre autour d'une table et on s'est dit, cette fois-ci, on y va sur la formation. C'est le moment unique, en fait. Il n'y aura pas plusieurs plans interministériels. Voilà, c'est assez inédit. Donc, on y va. Donc, le MESRI, le ministère de la Santé, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Solidarité et de la Santé se sont mis ensemble pour travailler sur le plan formation, qui a été détaillé hier pendant une journée, 4 heures de conférence. Donc, je ne vais pas faire de redite et puis on n'a pas le temps, mais juste une action ensuite à vous présenter là-dessus qui est assez emblématique. C'est la partie formation en gros. Donc, on forme les professionnels de santé, on forme les spécialistes du numérique, on forme certains métiers en tension, droit et affaires réglementaires, pour pouvoir avoir un écosystème à la fois d'utilisateurs, prescripteurs, clients qui soit davantage confiant et qui favorise les usages, et à la fois, évidemment, tous les gens qui rejoignent les entreprises, et vous en faites partie, qui soient également connaisseurs, spécialistes du numérique en santé. On ne va pas dire experts, parce qu'ils sortent de formation initiale, là, en l'occurrence, mais en tout cas qu'ils puissent avoir les bases solides pour pouvoir rejoindre les entreprises, et notamment les entreprises qu'on soutient dans le cadre du plan d'investissement, parce qu'en fait, on va provoquer la création d'entreprises et la stimulation de l'écosystème, parce que 650 millions d'euros, il faut quand même l'absorber, plus les 2 milliards. Voilà, c'est quand même inédit. On a un secteur qui est quand même pas non plus gigantesque. Il y en a quasiment autant, voire plus d'argent que le spatial, à l'ordre d'idée. Hein. Donc, bon, on est quand même relativement gâté. Et donc, il faut maintenant que
chacun s'attelle à ses projets parce qu'en gros, vous faites aussi d'un projet qui est innovant, bien construit, vous avez toutes vos chances dans ce plan de recevoir quelque chose. En gros, voilà, la concurrence du coup existe, mais est moins forte, je pense, que dans d'autres secteurs, puisqu'on a la chance d'avoir pas mal de plans. Formation en recherche, donc deuxième sujet, c'est la recherche fondamentale. Il y a également autour de la table les ministères, la recherche, également qui a besoin de financement pour pouvoir entamer la santé numérique de demain, donc avec des recherches fondamentales, des sciences humaines, des recherches plus technologiques, techniques, avec des besoins aussi de technologies de rupture à développer sur ce secteur. Là, on a privilégié l'analyse longitudinale des données, le fait que les programmes de recherche travaillent vraiment sur l'analyse et l'exploitation des données. On sait à quel point c'est important. Je ne vais pas enfoncer de porte ouverte, mais c'est hyper important ces sujets-là. Et donc, on veut que l'écosystème de la recherche s'en empare. Recherche fondamentale. Troisième axe, la maturation. Donc, c'est là où en fait les projets passent d'une étape de recherche à une étape plus premières étapes industrielles. Et dans la maturation, on a différentes actions qui visent à soutenir le développement de projets en amorçage ou en développement, donc avec différents guichets qui vont s'ouvrir pour les porteurs de projets, pour les financer. Alors, toutes premières étapes, donc vous lancez une boîte, vous avez par exemple le guichet Innove qui est à votre disposition, qui est ouvert déjà, mais j'en parle ensuite, sur la santé numérique et qui peut vous financer vos projets sur des montants qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Voilà. C'est nos partenaires, donc c'est déjà pas mal. Et donc, c'est la stratégie d'accélération qui finance toutes les aides, en fait. Parce qu'il faut que vous ayez aussi à l'idée, moi j'ai découvert, parce que j'étais entrepreneur avant, comme vous, comme certains d'entre vous, pendant 8 ans, et j'avais l'impression que c'était la BPI ou la Caisse des dépôts qui faisait les appels à projets et qui les proposait, mais en fait derrière c'est le gouvernement, c'est nous qui écrivons les cahiers des charges. La BPI, la Caisse des dépôts sont nos opérateurs, sont vos interlocuteurs au quotidien pour expliquer, pour faire toute la partie administrative, sur les dossiers, etc. Et c'est nous derrière qui évidemment alimentons les différents guichets. Donc quand vous postulez à la santé numérique sur un de ces guichets, mon conseil, c'est le même jury. Donc, voilà, ne postulez pas X fois avec les mêmes projets puisque, en fait, c'est nous qui finançons tous les guichets. En fait, on met notre argent un peu partout avec des appels à projets différents. Et donc c'est nous qui finançons, c'est le même jury. Donc, ce sera le même jury que l'AMI, en gros, pour ceux qui ont postulé, ce sera les mêmes choses. Donc, si vous revenez, anticipez les questions qui seront posées, que vous avez déjà eu certains retours. Si vous ne les avez pas eus, vous pouvez contacter les opérateurs en question. Ça, c'était pour le disclaimer. Quatrième axe, c'est la partie expérimentation et évaluation. On sait que dans la santé numérique, c'est hyper important d'évaluer nos solutions. Je crois qu'il y a un labo ici qui travaille sur une thérapie digitale, mais vous êtes nombreux à y travailler. Vous savez à quel point les essais cliniques sont importants et l'expérimentation des solutions. Donc là, on a 2 grosses actions, j'en parle ensuite, donc je ne vais pas déflorer encore le sujet, mais 2 gros appels à projets qui sont lancés ou en lancement, qui vont vous permettre de cofinancer une partie de vos expérimentations, une partie de vos essais cliniques. 5e axe, la partie déploiement, où là, on est sur une dynamique où là, maintenant, le produit a été parti de la recherche à la maturation, a été maturé, a été évalué, expérimenté, et maintenant doit trouver son marché. Alors, c'est hyper caricatural. Enfin, vous pouvez arriver à un moment donné plus haut, plus bas, voilà. Et là, vous cherchez souvent, en ce qui concerne les laboratoires pharmaceutiques ou les fabricants de dispositifs médicaux, numériques et autres éditeurs, un remboursement par l'assurance maladie. Vous êtes nombreux à venir me voir pour me demander alors, comment on fait pour être remboursé par l'assurance maladie. Déjà, ça passe par un process amont qui est un peu lourd, d'essais cliniques et autres. Mais une fois que vous arrivez à ce stade, évidemment, ça peut être perçu comme la croix et la bannière, avec des process qui peuvent être perçus comme peu visibles, peu clairs, peu anticipables. Je ne sais pas si le mot existe, en tout cas, voilà, peu prévisibles. Donc là, on a une mesure dans le cadre du LFSS 2022 qui permet de créer ce qu'on appelle un accès anticipé pour les dispositifs médicaux, qui va vous permettre d'avoir davantage de visibilité sur la prise en charge de vos dispositifs avec un inversement de la prise de risque habituelle des pouvoirs publics où jusqu'à présent, vous passiez le process HAS, EPS, puis ensuite vous étiez éventuellement remboursé. Là, on rembourse on rembourse dès le début et ensuite on vous dérembourse si le process n'a pas été bien fait. Vous voyez, c'est une inversion, j'allais dire de la charge de la preuve, c'est pas la phrase, mais une inversion du process habituel, de la prise de risque classique. Donc l'État prend aussi son risque sur le sujet à vos côtés. Donc évidemment, il y a un process d'entrée qui est un poil sélectif et qui est encore en cours de création, puisque le process, l'accès anticipé sera ouvert au courant de l'année, donc en l'année 2022. Mais voilà, donc ça c'est assez ouf parce qu'on ne pensait pas dans la stratégie. On l'avait inscrit dans la stratégie, on l'avait inscrit dans l'action de la stratégie, on l'avait appelé initier une réflexion en vue de lancer l'accès anticipé. On avait 5 ans devant nous, on s'est dit bon voilà, on va se mettre d'accord sur ce process et finalement, c'est passé la première année.
Donc, on est assez, surpris et ravis tous au niveau de autour de la table interministérielle. Et je pense que vous aussi, je pense que c'est une belle opportunité. On rattrape un petit peu aussi le retard qu'on avait pris sur les Allemands sur le sujet, mais le dispositif en Allemagne s'appelle DIGA et n'est pas exactement le même. Donc, si vous regardez en Allemagne et que vous regardez le nôtre, après, c'est pas exactement comparable, on n'intervient pas au même moment. Voilà, ça c'est pour ça. Donc 650 millions d'euros, voilà, on peut passer à la slide d'après si tu veux, bien. Donc ça, je l'ai dit, donc c'est les différentes personnes, différents services des différents ministères autour de la table et encore, tous ne sont pas écrits. Quoique, on peut passer à la slide d'après si tu veux. Voilà. Donc là, je vais vous présenter 6 actions qui sont emblématiques, puisque en fait, on m'a demandé hier pourquoi je présentais celle-là et pas d'autres, parce que souvent elles sont lancées ou elles sont en cours de lancement, et c'est important que vous les ayez dans le viseur. Il y a d'autres actions évidemment, puisqu'il y a 34 à 35 actions dans la stratégie d'accélération. Et donc, il y en a beaucoup. Les actions, vous les retrouvez toutes sur Genius. Donc, je fais une petite page publicitaire. Donc, on a lancé un portail qui s'appelle Genius, Gnius, qui est un portail à destination de vous tous, porteurs de projets, grandes entreprises, petites, PME, tout ce que vous voulez, acteurs étrangers même. Genius est en anglais, donc pour les services globaux, pour vous pouvez aussi utiliser ce site pour faire la démonstration de ce qui se passe en France. Tout est traduit en anglais sur Genius par des vrais traducteurs, ce n'est pas la traduction automatique. Ça coûte un bras, donc utilisez également la version anglaise. Donc vous retrouvez sur Genius la partie réglementaire, avec toute la réglementation applicable au secteur, qui est explicitée clairement dans des termes actionnables pour les entrepreneurs, et qui vous redirige ensuite, qui vous repointe sur les bons endroits et les bons interlocuteurs pour récupérer les documents, etc., l'accès des experts. Vous avez toute la partie aussi repérage dans l'écosystème. Vous montez une boîte, vous voulez savoir qui fait quoi dans la santé numérique. Vous avez la cinquantaine d'acteurs référencés sur Genius, ou des types d'acteurs pour savoir quand est-ce que je rencontre un pôle de compétitivité, quand est-ce que je rencontre l'ARS, quand est-ce que je rencontre l'ANSM, la HAS, etc. Est-ce qu'ils peuvent me rencontrer déjà? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'ils me donnent de l'argent potentiellement pour m'aider ou pas? Voilà, tout ça, les questions sont déjà posées et on le fait le plus actionnable possible. On a vocation à aller davantage plus loin dans une logique de guichet. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur le process interne, parce qu'on est quand même une grosse agence, et donc si on lance quelque chose, ça doit être un peu mutualisé. Donc on a 2 minutes, laissez-nous encore arriver. Pour la partie plus guichet et prise de rendez-vous, pour le moment, on est sur une logique plus assez classique. On vous présente les acteurs et on vous simplifie leur accès. Et ensuite, vous avez accès à toutes les actions de la stratégie. J'en reviens à la stratégie, puisque sur Genius, vous retrouvez aussi les différents types de financement accessibles, et vous retrouvez aussi la description des différentes actions de la stratégie. Donc, il y a un moteur de recherche avec les 34-35 actions de la stratégie, et vous cliquez sur les actions et vous pouvez voir où ils en sont, les dates, etc. Donc, toutes celles dont je ne vais pas parler, c'est pour ça que je dis ça, sont sur Genius et vous pouvez les retrouver pour pouvoir en avoir également la visibilité. Première action ici, la action emblématique, c'est la partie formation. Je vous avais dit tout à l'heure, le gros enjeu de formation pour le secteur. On a un secteur qui débute, qui émerge, même si ça fait des années qu'il existe déjà un petit peu. Et on sait à quel point former les professionnels de santé et avoir des acteurs compétents sur le secteur est primordial. Donc, on est sur la formation de 210 000 étudiants sur les 3 années à venir de la stratégie. Donc, ça veut dire tous les étudiants en santé paramédicaux qui vont sortir vont être formés à la santé numérique. Donc, il va y avoir des modules de santé numérique introduits dans les cours en formation initiale. Donc, c'était l'objet de la conférence hier sur les assises de la formation. On a parlé de ce sujet où les doyens, tout le monde, les associations d'étudiants sont tous associés. On en est à savoir, en gros, quel cours on enlève à quel endroit pour les crédits ECTS. Donc, on est très, très fin. Donc, à la rentrée prochaine, certaines universités vont déjà ouvrir les cours en santé numérique. Aujourd'hui, ils ont un appel à projet qui s'appelle l'AMI-CMA, l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, qui est ouvert aux universités, aux écoles et aux établissements d'enseignement supérieur en global, qui peuvent postuler seuls ou en consortium à cette AMI pour pouvoir créer des formations aussi interdisciplinaires avec l'école d'ingé, la fac de droit, la fac de pharma, médecine, etc. Et qu'ensemble, ils créent les cours de santé numérique qui se prêtent, qui s'échangent les profs, les moyens pédagogiques, etc. Et ensuite, nous, on va cofinancer ces formations. Ça, c'est inédit, hein, c'est assez important. Et on a la même partie, tous les autres, je vous disais tout à l'heure, former des ingénieurs, des juristes, etc. Donc, ça fait partie du même bloc. C'est aux établissements de se mettre d'accord pour pouvoir mettre en place le plan pédagogique. Ensuite, autre action, la recherche. Je vous disais tout à l'heure, on a 60 millions d'euros sur la recherche avec l'INSERM, l'INRIA, qui sont les pilotes du programme de recherche, qui vont lancer un appel aux laboratoires de recherche, pas que INSERM, l'INRIA, tous les laboratoires de recherche pourront postuler la recherche publique et pouvoir accéder à des financements pour amorcer de la recherche fondamentale sur la santé numérique qui pourra être ensuite transférée vers les industriels avec une partie transfert. Donc, on a également, et c'est ça la 35e action nouvelle dans la stratégie, c'est qu'on a également
un appel à projet sur le transfert de technologie pour permettre aussi aux chercheurs qui veulent créer des boîtes ou qui veulent transférer la technologie à des industriels de pouvoir financer cette étape-là, qui est aussi une étape cruciale parce qu'on peut financer de la recherche, finalement, il ne se passe rien. Se passe rien. Donc, on arrose un peu le sable, tout le monde est content, fait des publics, mais il ne se passe rien sur le secteur en France, c'est assez emmerdant. Donc, on a aussi un programme qui s'appelle la pré-maturation. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a formation, recherche, maturation, puis entre deux, il y a la prémat, donc c'est le passage de l'un à l'autre. Voilà. C'était pour le 2. Le 3, tu peux passer à la slide si tu veux. Voilà. Donc, l'appel à projet sur l'évaluation clinique. Donc là, l'appel à projet, c'est un appel à projet qui est annuel. Tous les ans, on met 20 millions d'euros sur la table, maximum. Peut-être on se réserve le droit de ne pas tout dépenser, afin que voilà, les porteurs de projets qui développent des outils numériques, des dispositifs médicaux numériques, puissent voir une partie de leur essai clinique pris en charge. C'est hyper important. Les essais cliniques, je vous en êtes convaincu, je ne suis pas forcément à besoin ici devant le public de le dire pour une fois, mais c'est hyper important, vous savez à quel point c'est nécessaire et vous ne pouvez pas venir me voir en me disant « vous êtes pris en charge par la Sécu avec mon outil, c'est quoi un DM ?» et c'est quoi une évaluation clinique? Ça commence mal. Et donc là, en l'occurrence, là, pour les DM numériques, vous pouvez voir cofinancer l'évaluation clinique jusqu'à 60% pour les toutes petites structures qui se lancent, donc les startups, etc. Jusqu'à 60% de prise en charge. C'est quand même, c'est ouf, hein, ça fait quand même 20 millions par an sur 5 ans, c'est 100 millions d'euros, donc c'est quasiment un sixième de la stratégie qui est sur cette seule action, qui vous montre à quel point c'est primordial pour nous cet aspect et on ne veut pas du tout le laisser filer. Alors, c'est pour les DM qui intègrent ou non de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a un appel à projet préexisté dans le cadre du Grand Défi, qui était l'action phare du Grand Défi dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'action qui préfigurer la stratégie. Il y avait un appel à projet qui portait le même nom, mais qui était uniquement pour les DM à base d'IA. Là, maintenant, c'est IA et non IA. Donc, aussi pour les DM numériques où il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais qui ont besoin de faire un essai clinique parce que ils suivent je sais pas, les patients, etc., mais il n'y a pas d'IA, parce qu'il n'y a pas d'IA, hein, tout le monde n'est pas obligé d'en faire. Typiquement, vous pouvez être aussi éligible à l'appel à projet. Sur cet appel à projet, donc, il est bientôt, on va dire qu'il est bientôt clos, parce que là, si vous le découvrez aujourd'hui, ça paraît chaud pour vous préparer, mais on ne sait jamais. Mais il est annuel. Il reviendra l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sujet là-dessus. Certains porteurs de projets ont pu être accompagnés par des pôles de compétitivité qui ont également été soutenus financièrement pour accompagner un petit lot de projets par pôle de compétitivité pour pouvoir faire émerger des structures qui peut-être n'étaient pas proches de pouvoir déposer un dossier, qui étaient un peu éloignées de l'écosystème médical, etc., ce qui n'est pas votre cas, hein, mais il y a des boîtes qui sont plus techniques que médicales et qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique. Voilà, donc cet appel à projet, il va y avoir une sélection, jury, audition, voilà, process classique d'appel à projet. Si vous avez des questions là-dessus, il y a une FAQ sur Genius sur la page de cet appel à projet. Vous retrouvez des questions qui nous ont déjà été posées et qui sont accessibles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter donc la BPI, qui est l'opérateur de cet appel à projet, et qui se fera une joie de répondre à vos questions sur ce sujet-là, et qui est hyper important, parce que là, je pense que c'est central pour vous. Et donc là, il y a quelque chose à faire en ce qui vous concerne, je pense. Quatrième action, c'est l'accompagnement des porteurs de projets en maturation. Donc, c'était la partie 3 de la stratégie, où là, on lance un guichet, donc un guichet qui s'appelle Innov. À la BPI, en gros, il faut savoir qu'il y a 3 gros guichets qui existent. Il y a iLab, Innov, IDEMO. iLab, c'est pour tout ce qui est chercheurs, étudiants qui se lancent, etc. Innov, c'est pour les porteurs de projets monopartenaires qui ont un projet d'amorçage de leur solution innovante, les premières étapes d'innovation de R&D. Et IDEMO, c'est pour les projets collaboratifs de grande ampleur, plusieurs dizaines de millions d'euros, etc. iLab, le guichet s'ouvre régulièrement, il n'est pas ouvert toute l'année, de mémoire. On n'utilise pas ce guichet, donc je le connais mal, parce que j'ai une connerie. Pour Innov, le guichet est ouvert périodiquement, genre tous les 6 mois, il se réouvre et avec des thématiques plus ou moins différentes, etc. Et IDEMO, il est ouvert en continu pour les gros projets collaboratifs. Donc, on alimente, nous, avec la stratégie, on alimente Innov et IDEMO. Donc, tous les projets qui viennent sur Innov et IDEMO sont ensuite instruits par le jury de la stratégie d'accélération quand il concerne la stratégie de santé numérique. En fait. Donc, on a une attention particulière sur certains projets qui postulent à Innov. Innov est ouvert depuis maintenant quelques jours, hein, c'est le 19 janvier. La thématique, sur Innov, vous ne soyez pas étonnés, c'est santé. Donc, tout le monde peut postuler en fait, à Innov. Mais si vous postulez dans la santé numérique et que vous êtes dans une des thématiques qui sont entre parenthèses, vous tombez dans la stratégie d'accélération, c'est-à-dire l'imagerie interventionnelle, les dispositifs médicaux numériques, vous connectez les solutions numériques de santé mentale et ainsi que l'accessibilité des solutions de services de télésanté. Donc ça, c'est les thématiques sur lesquelles on porte une attention. Le jury portera une attention particulière. Néanmoins, les autres projets sont également
Vous pouvez également postuler. Alors, avec la particularité en ce qui concerne la santé numérique, c'est qu'on a déjà fait un AMI il y a très peu de temps où vous avez tous postulé. Donc, si vous revenez à celui-ci, voilà, si vous n'avez rien changé, vous aurez la même réponse. Voilà, donc ça c'est assez clair, j'espère. Et pour IDEMO, l'imagerie, la partie imagerie, un petit mot imagerie internationale, donc la partie imagerie bénéficie de 100 millions d'euros sur la stratégie, 95 exactement millions d'euros sur l'imagerie. Donc on en met un peu dans le guichet Innov qui permet d'amorcer les projets, mais dans le IDEMO, c'est dans l'IDEMO où les gros projets peuvent être déposés. Et là, sur IDEMO et sur l'imagerie notamment, vous êtes libre de déposer des projets. Voilà. Il n'y a pas de guichet. Oui, enfin, le guichet est ouvert, il est ouvert tout le temps. Donc, il faut que vous contactiez les équipes de la BPI pour pouvoir déposer un IDEMO. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est un peu la tambouille interne. Moi, je ne connaissais pas trop ça quand je suis de l'autre côté. Donc, j'apprends un peu l'organisation. Ensuite, vous pouvez passer à la diapo d'après. J'ai bientôt fini parce que je crois que mon temps est, je pense, imparti, je ne sais pas. Pour la partie tiers-lieu, donc on lance un appel à projet qui s'appelle tiers-lieu d'expérimentation, qui en fait consiste à créer des terrains d'expérimentation dans 30 endroits en France, qui vont pouvoir héberger, entre guillemets, c'est pas vraiment héberger justement, vont pouvoir accueillir les innovateurs pour tester en grandeur, en conditions réelles, leur innovation. C'est pas un incubateur, c'est pas un living lab, c'est pas une pharmacie expérimentale, c'est vraiment la possibilité de tester l'innovation en grandeur nature. C'est vraiment voilà, accueillir, que les équipes médicales accueillent l'innovation pour la tester en conditions réelles, en les conditions bien sécurisées. Donc là, on va financer la constitution de ces tiers-lieux, on veut 30, donc les tiers-lieux vont être cofinancés dans la création du tiers-lieu, et ensuite, on va cofinancer les expérimentations qui intègrent le tiers-lieu. Donc, il y en aura une centaine. Donc là, l'appel à projet est en lancement imminent, il est sur le bureau du Premier ministre pour signature, donc j'attends d'une journée à l'autre qu'il soit signé et qu'on puisse lancer l'appel à projet. Mais en ce moment, ça se bouscule un peu, il y a quand même beaucoup de stratégies, beaucoup d'appels à projet à lancer, donc voilà. Donc ça, c'est pas la peine de me contacter pour me demander les dates. Voilà. C'est ce que du coup, je ne sais pas. C'est bientôt. Voilà. Et ça ne dépend pas que de moi. Sixième action, c'est, je vous en ai parlé juste avant, hein, c'est l'accès anticipé pour les dispositifs médicaux. Donc, je ne reviens pas sur le sujet. Et là, pareil, c'est en cours de réflexion. Il va falloir quand même écrire un décret, etc. Donc, on aura l'occasion d'en reparler quand les choses seront un peu retravaillées et affinées sur les critères, notamment d'inclusion dans l'accès anticipé, puisque vous vous doutez bien que pour pouvoir être remboursé de manière anticipée, il y aura quelques conditions. Et sans déflorer le sujet, pour ceux qui ont écouté au tout début quand j'ai parlé de convergence, globalement, il n'y a pas de raison qu'on ne demande pas les exigences de convergence pour ça aussi. Hein. Donc, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez déjà commencer par remplir convergence, puis l'accès anticipé sera pour m'en sortir avant même que vous ayez terminé convergence. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez passer à celle d'après, mais je crois qu'on a fini. Non. Donc, le Tour de France. Je vais passer aussi. Donc, on lance un tour de France de la stratégie d'accélération pour aller à la rencontre des différents acteurs sur les territoires, pour venir vous rencontrer, vous informer de l'avancement de la stratégie, faire connaître Genius, nos appels à projets. Et on a 9 dates. Tu peux passer, là, c'est moins intéressant. Je pense qu'on peut aller directement au but. Voilà, 9 événements qui se déroulent entre février et juin. Le premier, c'était hier, c'était à Paris Santé Campus. Le prochain, c'est le 24-25 février à Nîmes et Montpellier. On fait à chaque fois quasiment 2 jours sur place. Un jour, on fait une visite avec une table ronde en visio, un peu comme aujourd'hui, avec un public vraiment réduit au minimum et accessible à tous. On met en valeur l'écosystème de la région sur une thématique donnée. Les thématiques, on peut passer à la diapo d'après. Les thématiques sont ici. Et ensuite, on a une deuxième journée où les équipes interministérielles, on va à la rencontre des porteurs de projets. Donc, l'idée, c'est pas pour ceux qui ont connu, bon, je rigole, pour ceux qui ont connu le Tour de France, la feuille de route quand l'ADNS a été créé, on n'est pas exactement sur le même format, puisqu'à l'époque, c'était des très grands événements. Hein, pour ceux qui avaient suivi les opérations, c'était la communication pour lancer la feuille de route. Là, on est sur un sujet plus presque de la chirurgie. On va rencontrer les personnes qui ont aussi été déçues des appels à projets, répondre aux questions, les gens qui veulent candidater potentiellement après. On est en lien avec les incubateurs, les pôles de compétitivité, les ARS, les GRAD, les DRETS, les SAT, les DRARI, etc., les rectorats, les doyens de fac, etc., pour rencontrer tout ça, tous ces gens, plus les porteurs associés pour pouvoir présenter la stratégie. Donc, prochaine étape, Montpellier-Nîmes sur la thématique des tiers-lieux d'expérimentation, puisque normalement, en principe, l'appel à projet devrait être lancé avant, et donc on pourra en parler. Et voilà. Et ensuite, je crois que c'est bon. Non, et je peux passer à celle d'après, mais je crois que j'ai fini. Voilà. Donc, je suis à vos dispositions pour les questions. Merci. Vous avez des questions? C'est le moment. Il y a des questions en ligne. Ah, c'est toi qui lis? Voilà. Ok. Ok, très bien.
Alors, il y a comment ça marche, voilà. Il y a des questions en ligne. Donc, première question, le site Genius a été ouvert depuis mi-décembre, mais visiblement, l'accès n'est pas toujours très simple. Donc, voilà, une question C'est quoi la question? le dossier de référencement. On n'a pas accès au dossier de référencement. Il y a un message qui s'affiche qui sera disponible à partir de janvier 2022. De quoi, le référencement? Ah, pour mon espace santé? Oui, sûrement. Ah, mais c'est pas Genius du coup. Alors, en fait, oui, parce qu'en fait, sur Genius, nous, on informe de l'avancement des différents projets. Pour le référencement, alors, la question, si je comprends la question, c'est de dire que la personne qui a posé la question est intéressée pour être référencée dans le catalogue de services de mon espace santé, est allée sur Genius pour pouvoir consulter les documents, pour pouvoir avoir les prérequis pour le référencement. Vous me dites que la personne peut-être peut répondre sur le chat si c'est ça la question. Et donc, à accéder aux documents, il s'est aperçu que le process n'était pas totalement ouvert puisqu'elle va commencer Convergence et qu'ensuite, le store n'est pas lancé. Donc, le process avec le GSS Vital n'est pas encore tout à fait ouvert. Mais si vous êtes attentif sur Genius, que vous allez sur le parcours guidé, que vous suivez le parcours guidé, ça vous dit bien de remplir Convergence, etc. Et ça m'étonnerait, parce que je suis les statistiques des Convergences, que vous soyez allé au bout, parce qu'il n'y en a aucun qui est allé au bout. Donc, allez au bout de Convergence déjà, et ensuite on s'en reparle. Et normalement, vous pourrez ensuite accéder au dossier. Il est accessible sur le site du GUS Hôpital. Vous pouvez télécharger le dossier de candidature administrative. Tout est en ligne sur Genius et le télécharger et remplir aussi la demande administrative. Mais s'il y a quelconque question là-dessus, contactez-moi. C'est quasiment de la chirurgie parce que vous êtes très peu nombreux encore pour le moment à accéder aux dernières étapes. En fait, ça se compte sur les doigts de 0 main. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en êtes à cette étape-là. Nous, on va tout faire pour que ça se passe bien. Donc, s'il y a un problème, contactez-moi, même pour vous tous. Si vous voulez être référencé dans votre espace santé, que vous avez des questions qui ne sont pas sur Genius, et n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, on a quelqu'un à la DNS qui est en charge de ça. Et on a également une stratégie de communication qui va débuter avec aussi pas mal de présence à l'extérieur pour parler du catalogue de services de mon espace santé. Donc, franchement, là, contactez-moi, prénom.nom@santé.gouv.fr. Merci beaucoup. Donc, autre question. Il y a beaucoup de dispositifs avec beaucoup d'argent, donc c'est formidable. Est-ce que c'est ouvert évidemment aux entreprises, pas des startups, mais à des consortiums privés? Oui. En particulier pour les entreprises de santé. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que oui. les consortiums privés peuvent répondre à peu près tout? À peu près tout. À peu près tout, ça dépend. Il faut vous regarder chaque appel à projet a un cahier des charges. Dans le cahier des charges, il y a les critères d'éligibilité. Et donc, vous pouvez en déduire facilement si vous êtes éligible ou pas. Vous êtes un consortium privé et vous voulez répondre à IDEMO, parce que j'ai dit que c'était là où vous pouvez répondre à des gros projets en consortium, vous êtes tout à fait éligible. Ça l'était avant la stratégie, ça le sera après, c'est le principe de IDEMO. Nous, on fait qu'alimenter le guichet. Donc là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Pour les autres appels à projets, globalement, oui, notamment sur l'appel à projet évaluation, où vous n'intervenez pas seul, parce que vous intervenez aussi avec les centres qui vont, vous allez réaliser des essais cliniques, ça, le prestataire et tout ça, les designs d'essais, tout ça est dedans, donc vous n'êtes pas seul. Pour la partie tiers d'expérimentation, effectivement, ça va être une organisation de soins qui va postuler. Donc, elle peut postuler avec des partenaires, mais il n'y a pas de sujet là-dessus et c'est d'ailleurs le cas. Sur la MICMA, pour la partie formation, vous pouvez également être acteur privé, vous pouvez être dans un consortium mais qui est en lead par un établissement d'enseignement supérieur, par définition. Vous pouvez aussi l'accompagner sur la partie notamment offre e-learning numérique ou offre innovante de formation d'ingénierie pédagogique. Donc, des plateformes, tout ça, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, globalement, c'est ouvert. S'il y a quelconque question, c'est contacter la BPI et ils vous répondent. D'accord. Tu as parlé d'accès anticipé pour les dispositifs médicaux numériques. Oui. Marqué CE. Oui. Aujourd'hui, il y a un petit boulet d'étranglement au niveau des organismes notifiés pour avoir le marquage CE. Donc, comment on peut passer ça? Tu veux outrepasser le marquage? Donc ça, non. Pas vous n'allez pas pouvoir m'enregistrer en train de dire ça. Oui, non, mais je sais bien. Oui, tout à fait. Donc, on est tout à fait conscient du fait qu'il y a un petit, effectivement, un petit entonnoir en plus. Donc, il y a un contexte qui est particulier parce qu'à la fois, il y a le règlement européen sur les dispositifs médicaux qui entre en vigueur, qui fait qu'un certain nombre de dispositifs changent de classe, que par ailleurs, on a également un secteur d'activité qui produit aussi de nouveaux dispositifs médicaux. Et notamment là, on va en plus pousser à la création, plus du reste. Donc, il y avait déjà ce goût d'étranglement et il est encore plus crucial, encore plus criant aujourd'hui, avec en plus dans le contexte, il y a moins d'organismes notifiés également.
ou alors qui ne sont pas tous encore sur le MDR. Donc ça, il y a un petit sujet là-dessus. Nous, ça, sur la stratégie d'accélération, on a une action sur le sujet des organismes certifiés. Donc on y travaille. Déjà, la première action, et c'est une action qui ne va pas vous contenter immédiatement, mais c'est une action qu'il faut prendre, qu'il fallait prendre, et qu'on le fait, c'est qu'il faut former plus d'auditeurs. Parce que pourquoi les organismes certifiés vous répondent difficilement? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'auditeurs pour évaluer le dossier. Donc, ils commencent d'abord, ce n'est pas qu'ils commencent par les grands groupes, mais ils commencent par les dossiers qui sont les plus matures quand vous les contactez. Quand vous contactez un organisme certifié, il vous demande des éléments et il voit rapidement si vous êtes complètement à côté de la plaque ou pas du tout. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent me voir et qui me disent « je ne comprends pas », ils ne me répondent pas. Si vous ne répondez pas, c'est que le dossier était pourri. Désolé, en général, voilà. Donc, il faut le refaire. Donc, pour ça, on lance là, et c'est en lancement aussi un diagnostic réglementaire pour vous aider à avoir des consultants. La BPI va référencer des consultants pré-référencés pour vous aider. Et on va cofinancer le conseil pour vous accompagner dans le dossier afin que vous ayez toutes vos chances quand vous contactez l'organisme certifié. Donc, c'est déjà une première action. L'action juste avant, c'est qu'on va former davantage d'auditeurs. C'était l'action sur la partie réglementaire, donc les 450 profils par an supplémentaires sur ce secteur-là. Il faut savoir, pour un organisme notifié, aujourd'hui, vous avez en gros 18 à 20 mois d'attente entre la première fois que vous envoyez un mail et le marquage CE. C'est à peu près le délai qu'il faut. Donc, si vous avez 18 ans, mettez 20 mois et c'est à peu près ça. Donc, si ce délai est important, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'auditeurs. J'en reviens au truc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Et donc, il leur en faut genre une dizaine. En fait, on est en train de dire qu'on a un problème pour 10 personnes. 10-20 personnes en France. Vous voyez un peu la chose. Donc, en fait, il faut quand même qu'on fasse la formation, sinon on ne les aura jamais. Et le sujet, c'est qu'on en forme plus, mais vous les recrutez. Donc, en fait, il faut aussi que vous laissiez les gens aller dans les organismes notifiés. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors après, c'est un sujet de rémunération et les auditeurs sont très bien payés. Il faut le savoir aussi. Et donc, n'hésitez pas, si ceux qui nous écoutent, parce qu'on a aussi une action qui est valorisation, ceux qui nous écoutent n'ont pas eu l'idée et veulent se reconvertir, il y a également des plans de reconversion dans les grands groupes. Ceux qui sont aussi en charge et qui nous écoutent, des plans de reconversion dans les grands groupes industrie pharmaceutique qui souvent font des petits plans sympathiques. N'hésitez pas aussi à flécher les métiers du réglementaire et à financer la formation continue sur les affaires réglementaires aux dispositifs médicaux numériques. C'est un vrai sujet, je pense que même qui peut concerner certains d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en recherche aussi. C'est un métier d'avenir et on peut avoir des rémunérations jusqu'à 2 000 € jour sur ces jobs. Hein. Donc, voilà, c'est pas mal. Effectivement. On continue les questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a des questions dans la salle. Donc, on va commencer par oui, présenter rapidement, enfin, juste nom, prénom, entreprise, voilà. Delphine Boucher, qui est pharmacien thérapie. Et donc, on va avancer une thérapie numérique. Et je voulais savoir, donc, dans le cadre de l'accélération numérique, on parle de e-prescription. Et est-ce qu'il y a aussi la e-dispensation qui est prévue? Parce que pour les thérapies comme les numériques matérialisées, quand vous passez évidemment dans du pharmacien médecine, mais comment ça va se mettre en place? D'accord, ok. La question a été de dire, en fait, aujourd'hui, on travaille sur la e-prescription en général pour tout type de produits de santé qui vont passer, et encore pas tout type, parce que la e-prescription se développe au fur et à mesure, à commencer par les médicaments, etc. Mais quid de la dispensation des thérapies numériques? Comment ça va se passer? C'est ça la question. Donc, à vous aussi un peu de nous aider sur le sujet, parce qu'on est sur un territoire assez vierge, en l'occurrence, et il n'y a pas qu'en France où la question se pose. Mais oui, alors vous allez avoir un process de prescription qui sera similaire. Il faudra que vous ayez également convaincre les prescripteurs qui prescrivent l'outil, et ensuite, il y aura, comme pour la télésurveillance, hein, enfin, c'est comme ça qu'on le voit, mais il faut encore qu'on en discute sur la mise en œuvre de tout ce process, sur le même process que quand c'est prescrit par étapes. Après, du coup, vous allez devoir faire des feedbacks à l'assurance maladie sur le nombre de logiciels qui ont été commercialisés, les licences, etc. Le process, je ne l'ai pas encore bien en tête, moi, pour tout vous dire, mais il est en étude dans le cadre de l'accès anticipé. Il faut qu'on fasse des choses les plus simples possibles, mais des fois, il y a des choses trappes. Le plus simple ne veut pas forcément dire le plus efficace, y compris pour vous, y compris pour nous. Il faut pour éviter les usines à gaz aussi. Donc voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que utiliser mon espace santé peut paraître être une bonne solution. Par contre, mon espace santé, ça va, si vous voulez, dans la mesure où mon espace santé, tous les Français ne l'auront pas forcément tous ouvert. Alors, j'espère que tout le monde l'aura ouvert. D'ailleurs, je vous invite tous le faire, mais tout le monde ne l'aura pas. Donc, on ne pourra pas dire que mon espace santé est le prérequis à la prise en charge. Par contre, évidemment, que vous y soyez paraît être une bonne idée aussi pour convaincre les professionnels de santé d'aller présenter sur l'espace numérique santé du patient le dispositif. Mais ça ne règle pas le sujet derrière la partie comment le process
voilà, de facturation, voilà, pardon, se met en place. Là, je ne suis pas le plus grand expert sur ce sujet, mais je sais que ce n'est pas encore hyper fluide dans la tête de tout le monde, donc on y travaille. Ouais. D'autres questions? Bonjour David, François, Benaïm, Hissène. Si tu devais décrire le succès de ce plan, le plan 2030 sera un succès pour toi si… Pourquoi tu me poses cette question? Ça intéresse Ipsen. Oui, donc pourquoi En fait, comment on le mesure? Pour chaque action, on a mis en place des indicateurs d'évaluation. On va avoir 2 types d'évaluation. C'est ça la question? Une évaluation in itinéré, une évaluation ex post. Donc, l'évaluation in itinéré, c'est qu'ensuite, on met en place des indicateurs d'évaluation pour chaque action qui est lancée, donc avec des indicateurs assez classiques du style combien a été décaissé, combien d'appels à projets ont été lancés, combien de porteurs ont candidaté, vous voyez, ce genre de choses qui, somme toute, pas très rocket science, quoi. Et on aura d'autres indicateurs sur le nombre d'emplois créés dans la filière et autres. Donc, on essaie de mixer tout ça. On a déjà nos indicateurs, mais toutes les stratégies font cet exercice. Il y aura un tableau de bord France 2030 sur les services du premier sont recruter une équipe évaluation qui nous accompagne pour ces sujets. Mais nous, on l'avait déjà prévu by design dans nos actions. Évidemment. Donc, moi, le succès, c'est que, évidemment, toutes les actions aient été lancées, qu'on ait décaissé le maximum et qu'on ait financé le maximum de projets qualitatifs. Et voilà. Donc, à partir de là, et donc, notamment, et honnêtement, franchement, moi, j'ai un dada, c'est la formation. Il faut absolument qu'on ait sorti les 210 000 étudiants et les autres que j'ai mis là, donc les 2000 et 450 et tout. Il faut qu'ils y soient et qu'ils soient concrets. C'est que vous les ayez dans vos entreprises, vous ayez rejoints, etc. Déjà, si on a réglé aussi le sujet de la formation, franchement, c'est majeur. Je pense qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Et même, pareil, de délivrance juste avant, si les gens ne sont pas formés, ils ne s'inscrivent pas. Donc, ce sera ça, les indicateurs. Pour moi, réussite, c'est la formation aura vraiment réussi et on aura lancé des super projets, et on aura décaissé le maximum. À vous de venir nous aider à décaisser le maximum sur des projets qui soient hyper à valeur ajoutée. Et pour ça, toutes les équipes de la BPI, du ministère, mais également des pôles de compétitivité, des clusters et des acteurs comme Digital Pharma Lab sont là pour vous aider, en tout cas, j'imagine, à faire en sorte d'avoir le maximum de chances de remporter ces appels. Mais honnêtement, franchement, là, c'est assez inédit. Si vous avez un projet de thérapie numérique, de santé mentale, etc., allez-y, d'imagerie, c'est maintenant. Il faut dégainer aussi, sinon on ne décaisse pas. Voilà. Bonjour, Thomas G. par Chougac, Innovation. Il y avait une question sur les thématiques abordées, imagerie, santé mentale, thérapie numérique. Est-ce que comment on détermine ces thématiques-là et sur quelle période? Ce sont des chantiers prioritaires. La première, vous demandiez comment on les détermine, c'est-à-dire comment nous on a choisi ça? Comment on a fait là et finalement, est-ce que c'est à l'échéance 2030 ou est-ce qu'on aura d'autres chantiers qui pourront voir le jour? Alors, on pourra avoir d'autres chantiers qui voient le jour, pas de problème. Par contre, ça, c'est vraiment nos priorités. Les dispositifs médicaux numériques, c'est la base de la base. Pourquoi c'est prioritaire? Parce qu'en fait, si on crée l'accès anticipé, qu'on crée un appel à projet évaluation, s'il n'y a personne qui aujourd'hui est capable de répondre au cheminement que l'on crée, parce que même dans le process d'ADEME numérique, on accompagne, vous l'avez dit tout à l'heure, le marquage CE, la R&D, parce qu'avec le Innov, le marquage CE, l'évaluation clinique, la prise en charge. Pour les dispositifs médicaux numériques, on a la totalité du scope. Donc, c'est hyper important qu'en amont, on puisse soutenir la création de cette ADEME. La santé mentale, pourquoi? Il y a eu les assises de la santé mentale et la psychiatrie. Le président de la République a annoncé un plan dans lequel il y avait la santé mentale, la partie innovation numérique, et c'est nous qui portons cette partie-là. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est une volonté gouvernementale et parce que post-Covid, on sait très bien que ce sujet est un sujet. On est aussi très conscient, nous, sur la stratégie d'accélération, qu'on ne va pas non plus être des game changers de ouf avec quelques millions d'euros. La santé mentale, ça nécessite des très gros investissements qui sont faits aussi par ailleurs. Mais nous, on va permettre aussi de vous financer des projets pour vous donner aussi envie de passer peut-être la seconde sur la santé mentale, parce qu'on a des projets qui existent, mais qui sont assez éliminés avec un écosystème qui est assez peu lié à nos actions, qui est un peu éloigné, qui est très proche du médical, qui ne connaît pas forcément la partie entreprise. Donc là, il y a un sujet aussi là-dessus. Et l'imagerie, pourquoi? Parce que l'imagerie aujourd'hui, donc on a un CSF imagerie, donc un comité de filière imagerie, qui est au ministère de l'économie, avec les grands industriels du secteur de l'imagerie. Et aujourd'hui, il y a une sorte de renouveau des modalités d'imagerie,
On était sur du gros matos qui prend une place de dingue, qui coûtait un bras. Maintenant, sur du matériel qui devient de plus en plus miniaturisé jusqu'à la chirurgie, l'imagerie interventionnelle, où on va pouvoir guider par la chirurgie avec l'image, enfin des choses un peu fantastiques. On se dit que la France peut maintenant se positionner. À l'époque, c'était compliqué, parce que c'était monopolisé entre guillemets, par des très gros acteurs qui n'étaient pas français, même si c'était des Européens. Là, maintenant, on se dit, bah là, on peut vous aider à aller choper des niches sur ce secteur-là parce qu'on sait qu'il y en a. Et les grands acteurs nous l'ont dit, parce que la CSF et c'est des acteurs français qui nous disent, mais là, il faut absolument qu'on aille sur ça, 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 ça. Donc, en fait, on va être très attentif sur ces sujets-là et vous aider. Donc là, on a quasiment 100 millions d'euros. Pareil, 100 millions d'euros, ça peut vous paraître beaucoup, mais sur l'imagerie, ce n'est pas grand-chose. On peut avoir des très gros projets à 50 millions d'euros, finalement, qui vont récupérer les sous. Donc, il faut que vous aussi, vous soyez force de proposition, que vous postulez au plus vite et que vous fassiez, que vous nous alertiez, entre guillemets, que vous fassiez connaître, que vous avez des projets sur l'imagerie, pour que vous puissiez être identifié par le CSF, participer aux travaux du CSF qui sont très ouverts. Rencontrer M. Lala, notamment, qui dirige le CSF, et il sera tout à fait, il aura une oreille bienveillante pour, voilà, n'hésitez pas s'il y a besoin. Voilà comment on a identifié les thématiques, hein, tout simplement parce que ce sont où là, on a identifié des priorités technologiques, sectorielles, parce que le système de santé l'exige, et DM numérique, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qui rentrent dans le dispositif. Mais on se garantit, on peut très bien avoir de nouvelles thématiques à l'avenir, à condition que celle-ci ait été résolue. D'autres questions? Bon, David, la toute dernière. Oui. La toute dernière, bon, on en a un peu parlé, tu m'as dit que ce n'est pas exactement moi, mais enfin, qu'est-ce que tu vas me demander? La question du remboursement des dispositifs numériques, donc, qui ont été annoncés dans le LFSS 2022 avec l'évolution du programme étape, etc. Ah, c'est la télésurveillance dont tu parles. Voilà, télésurveillance. D'accord, ok. Je me suis dit, d'accord, ok. Oui. Et donc, avec évidemment la question du tarif, de quand, comment, etc. C'est toi qui la poses ou c'est des gens sur le chat qui ont posé cette question? Bah, voilà, donc la question, la personne qui a posé la question ou qui est ici ou qui est sur le chat, sait très bien qu'en ce moment, il y a des discussions sur les tarifs. En fait, pour ceux qui ne savent pas, la télésurveillance jusqu'à présent, c'était un programme qui s'appelle Programme Étape, qui finançait des experts qui ont duré un peu longtemps de télésurveillance et qui arrivent maintenant à son terme et qui doivent passer dans le droit commun. Et c'est assez inédit, on va être un des premiers États à le faire. Il faut le rappeler parce qu'en fait, là, aujourd'hui, il y a une sorte de tension parce qu'il y a la négociation des tarifs. Mais enfin, bon, on est parmi les premiers, voire les premiers à le faire. Donc, il faut aussi se calmer 2 minutes. Voilà. Après, je comprends qu'il y a des enjeux économiques et que, évidemment, si on lance la chose, il faut que ça soit viable pour les entreprises. Et ça, nous, côté DNS et côté ministère de la Santé, et côté ministère de l'Économie, l'ensemble sur la stratégie, on est globalement conscient, sauf que nous, on n'a pas la main. Tu disais de la réponse dans la question, je crois. Du coup, nous, on s'occupe de la partie dispositifs médicaux numériques hors télésurveillance. En fait, la partie télésurveillance est aujourd'hui dans les mains de la sécurité sociale, et donc il y a des négociations en cours sur les tarifs, parce que du coup, on passe d'une expé à du droit commun qui va élargir le scope avec des rémunérations à la fois pour les professionnels et pour les industriels avec dans différents formats. Mais à ce stade, c'est en cours. Donc, on est assez vigilant. C'est des négociations assez classiques et sans nul doute qu'on arrivera à quelque chose de tout à fait entendable. Mais c'est le parcours traditionnel des négociations avec le ministère, au sein desquelles nous, la DNS, on n'a pas à s'immiscer particulièrement, et que vous avez l'habitude de suivre dans le CEPS quand vous venez avec un médicament, etc. Bah, il y a des négociations auxquelles on n'assiste pas forcément, qui font aussi parfois un peu jurisprudence, puisque d'autres vont bénéficier ensuite, il y a à peu près des mêmes grilles, etc. En tout cas, voilà, il y a tout un mécanisme qui existe, qui est aujourd'hui à l'œuvre pour la télésurveillance, pour l'ensemble du secteur. Donc nous, je n'ai pas grand-chose à vous dire et moi, je ne le suis pas. Donc, ça va être un peu compliqué. Néanmoins, oui, on est très attentif sur ce sujet-là. Je reçois plein de messages sur ce sujet, donc pas la peine de m'envoyer des messages sur le sujet. Je ne pourrais pas faire grand-chose, mais je sais que c'est important. Et nous, sur la partie économique, on est là pour développer une filière de la santé numérique, en sorte que la France soit leader. Bien évidemment qu'on a un regard attentif et bienveillant sur ce sujet particulièrement, et on use au maximum de ce qu'on peut pour que ça soit convenable. Mais encore une fois, c'est de la négociation assez classique, et bien sûr qu'on va arriver à quelque chose de viable, ça ne fait aucun doute. Voilà. Merci beaucoup, David. Bon, merci. On est arrivé au terme de notre matinée. Donc, merci beaucoup, David, d'être venu jusque-là. Merci. Merci à toutes les personnes qui étaient sur le Zoom et qui ont posé quelques questions. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont là, il y a du café. Pour les autres, bonne matinée. Au revoir. Au revoir. Merci.